Hubert Aquin a rencontré Aldous Huxley dans sa demeure de Beverly Hills, en Californie. Monsieur Huxley, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez commencé à écrire. Je l'ai commencé d'une façon assez bizarre, parce que quand j'avais entre 16 et 17 ans, j'ai eu une maladie des yeux qui m'a rendu à peu près aveugle pendant 2 ans. Et pendant ce temps, d'abord j'ai dû quitter l'école, j'ai dû apprendre le braille, et j'ai eu des instituteurs privés. Et aussi, j'ai pris l'habitude d'écrire. Je ne voyais pas ce que j'écrivais, mais on m'a donné une machine à écrire et j'ai appris à faire le dactylo, assez mal d'ailleurs. Et j'ai écrit tout un roman à l'âge de 17 ans que je n'ai jamais lu. Le manuscrit est disparu. Vous avez fait, il y a quelques années, une expérience assez troublante. Vous avez pris une dose de mescaline, qui est une sorte de drogue, enfin un extrait de cactus, pour voir, justement, pour expérimenter les effets de cette drogue sur l'esprit, sur la conscience. C'est une chose bien curieuse. Il y a 2 drogues maintenant qui se ressemblent dans leurs effets. C'est la mescaline, qui est la portion active du cactus peyote, qui est employé par les Indiens du sud-ouest ici, et qui maintenant est synthétisé. Et puis il y a l'acide lysergique, qui est aussi une drogue synthétique qui produit exactement les mêmes effets. Et la chose étonnante dans ces 2 cas, c'est qu'ils ont des effets fantastiques sur l'esprit, sans presque faire aucun mal au corps. En général, depuis la plus haute antiquité, l'homme a tâché de s'évader de son être normal et trop ordinaire, trop humain. Mais il s'est évadé à l'aide de drogues qui lui ont fait énormément de mal. Après tout, l'opium fait énormément de mal, la cocaïne, etc. Mais tandis que ces 2 drogues ont des effets, on pourrait dire, plus révolutionnaires sur l'esprit. Quand vous avez publié en 1931 Le meilleur des mondes, c'était une utopie et cette utopie-là était très sombre. On vous a sûrement dit que vous étiez un pessimiste, un prophète pessimiste. Est-ce que vous l'êtes encore? Mais malheureusement, dans Le meilleur des mondes, j'ai parlé de ce monde futur, mais dans un avenir assez reculé. Je l'ai reculé à 5 ou 6 siècles. Mais la chose assez inquiétante, c'est que en 30 ans, en moins de 30 ans, un assez grand nombre de ces prévisions se sont réalisées et que on voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on le pense et qu'il y a véritablement des dangers, que la technologie et l'organisation, la surorganisation tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de termites parmi les hommes. Et le danger est pour la personne humaine qui serait ainsi menacée. Le danger, oui, pour la personne humaine précisément. Et je trouve que là, nous avons tous un devoir de lutter pour cette malheureuse personne humaine qui semble dans un grand danger. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et évidemment, le danger pour la personne humaine est le plus grand dans les
pays les plus évolués techniquement et d'une façon organisationnelle. Mais disons que les États-Unis sont en 15 ans en avance de l'Europe, mais que l'Europe va les attraper bien vite avec le développement qui se fait actuellement. Et ce n'est pas une question d'Amérique, c'est une question tout simplement de la civilisation technique, urbaine, industrielle qui nous pousse invinciblement en cette direction. Est-ce que vous croyez que ce moyen de communication contribue à baisser, disons, le niveau de liberté ou d'individualisme? Oui, en général, je trouve, je vois assez rarement la télévision, mais je trouve que la plupart des programmes sont au fond purement des distractions. Ils font que les gens ne font pas attention, ne fassent pas attention aux choses importantes, mais seulement à ces espèces de fictions assez idiotes. Et je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction. C'est exactement comme une addiction à l'opium. Et comme Marx a dit, la religion est l'opium du peuple, mais maintenant l'opium est la religion du peuple. Et l'opium télévisionnaire devient une espèce de religion, au lieu d'avoir une bonne religion. Mais en tout cas, ayons une bonne religion, mais d'avoir une religion de pure distraction et d'imbécilité, c'est vraiment assez grave. Vous avez exprimé des opinions aussi assez catégoriques sur le problème de la surpopulation. Cela vous paraît un des grands maux qui menacent l'humanité? C'est évidemment, ça représente des problèmes énormes. Par exemple, voyons notre voisin ici, le Mexique. Le Mexique va doubler sa population en 24 ans. Et c'est-à-dire que la population de la Mexique s'accroîtra de 30 millions à 60 millions en moins d'une génération. Mais la difficulté probablement ils peuvent se nourrir, mais la difficulté de faire assez d'écoles, de maisons, de routes, d'aménités publiques, c'est incroyablement difficile, surtout où les pays ne sont pas très développés industriellement. Ça pose des problèmes et ça impose des difficultés qui sont presque au-delà des possibilités des gens qui n'ont pas de capitaux et qui n'ont pas le personnel ni l'entraînement technique pour faire face à ces problèmes. Mais vous qui êtes prophète ou utopiste, vous ne croyez pas à un déplacement possible des surplus de population vers les astres? Non, pas du tout. Non, parce que d'ailleurs, mon ami, le professeur Hardin de l'Université de Californie, a écrit un article là-dessus dans un journal biologique. Il est très amusant. Il calcule ce que ça coûterait, par exemple, d'exporter 1 million de gens de la Terre à Mars. Ça coûterait, je ne sais pas, chaque année, ça coûterait plus de 10 fois tout le revenu des États-Unis. Donc, c'est une chose purement fantaisiste. Oui. Et d'ailleurs, l'atmosphère de Mars ressemble exactement à l'atmosphère sur une montagne 2 fois plus haut que le mont Everest. Donc, ce n'est pas exactement un endroit de plaisance. Je sais que le problème de la surpopulation ne peut sûrement pas être réglé par une guerre. En fait, ce ne serait pas une solution
humaine acceptable. Est-ce que vous croyez que la menace de la bombe atomique est une sorte d'épée de Damoclès qui peut tomber sur l'humanité? Évidemment, ça reste une menace. Je suis pour le moment plutôt optimiste. D'abord parce que les gens ne veulent pas se suicider, et aussi précisément parce que la France l'a démontré qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont la possibilité de fabriquer des bombes. Il y a au moins 4 pays qui ont exprimé le désir et qui ont la possibilité de faire une bombe en moins de 5 ans. Mais quand il y aura une douzaine de pays qui ont la bombe et de tout petits pays, les grands pays ne seront plus grands. Quand la Suisse aura une bombe, la Suisse sera sur un pied d'égalité avec la Russie ou l'Amérique. Et c'est une chose que les grands pays ne pourront supporter. Et je crois que pour cette raison, pas du tout pour de la bonne volonté, mais sous la pression de la nécessité de la progression technologique, les grands pays seront sous la compulsion de faire un accord sur la limitation des armes. Mais le danger, selon vous, c'est justement d'élargir le club atomique? Oui, ça, évidemment. Quand beaucoup de petits pays auront la bombe, il y aura plus de possibilités qu'un fou arrive. Après tout, nous avons eu un fou dans le monde, nous avons eu Hitler. Et il n'y a rien qui empêche l'arrivée d'un autre fou. Et si ce fou se met en tête d'un pays qui possède des bombes, je ne sais pas. Actuellement, M. Huxley, quels sont vos projets littéraires? En ce moment, j'écris un long livre, qui est une espèce de fantaisie utopique. On peut dire que c'est un meilleur des mondes à rebours. Dans le meilleur des mondes, j'ai écrit un livre sur un monde où tout était fait pour supprimer l'individu. Mais dans cette fantaisie-ci, je tâche de créer un monde où tout se fait pour réaliser les potentialités humaines. Après tout, nous tous, chacun de nous vit sur un niveau beaucoup en dessous de nos possibilités. Les ingénieurs parlent des machines qui ont une efficience de, disons, 20%. Mais quelle est notre efficience? J'ai l'impression que la plupart de nous vivent avec une efficience de 2%. Et quand on pense, après tout, historiquement, dans une façon héréditaire et biologique, nous sommes presque exactement comme nos ancêtres d'il y a 20 000 ans. Et tout ce que nous avons développé depuis ce temps-là, c'est en réalisant des puissances qui étaient à cette époque latentes. Et je crois que maintenant, nous avons peut-être autant de puissances latentes que nous pourrions développer. Monsieur Huxley, vous savez que certains critiques français, certains écrivains français ont dit de vous que vous étiez trop intelligent. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Mais je répondrai que je ne suis pas assez intelligent, que personne n'est pas assez intelligent. Remarquez qu'André Mauroy a dit de vous, se répondant à lui-même, il est trop intelligent pour être trop intelligent. Ce qui... Oui.